C'est un peu le paradoxe ultime de notre époque contemporaine, non? Ah ouais, complètement. Enfin, je veux dire, jamais dans toute l'histoire de l'humanité, on a eu un accès à l'information aussi massif. Massif et instantané, ouais. Ouais, voilà. C'est ça, des bibliothèques entières numérisées, des bases de données mondiales disponibles, en une fraction de seconde. Littéralement au bout des doigts. C'est ça. Et pourtant, et c'est là que ça devient fascinant et presque ironique, on observe cette tendance où on n'a jamais été aussi peu sûr de ce qui est réellement vrai. C'est le grand drame de la surinformation, en fait. Exactement, on nage vraiment au milieu d'un océan de données, mais la certitude absolue, celle sur laquelle on peut vraiment bâtir une stratégie ou signer un contrat, elle semble de plus en plus difficile à attraper. Et pour quiconque évolue dans un environnement professionnel complexe aujourd'hui, c'est pas juste une théorie, c'est une sensation quotidienne. Bah oui. Et donc notre mission pour cette exploration aujourd'hui, c'est de comprendre exactement la mécanique derrière ce phénomène, mais surtout d'analyser une transition majeure qui est en cours en ce moment. Une transition qui bouleverse pas mal de choses. Ah oui. Donc en nous appuyant sur les notes et les concepts d'une analyse qui s'intitule Why Verification Trumps Trust.mp4, on va observer un changement de paradigme fondamental dans le monde de l'entreprise. En gros, le passage brutal de l'ère de la confiance aveugle envers l'intelligence artificielle à celle de la vérification absolue. Ouais, et c'est une transition qui s'opère vraiment dans l'urgence, en fait. Ah bon? Ah oui, parce que les enjeux sur le terrain sont devenus colossaux. Pour bien saisir l'ampleur de ce mouvement, il faut d'abord qu'on s'extrait un peu de l'image grand public de l'IA. D'accord. On parle plus du tout ici de générer un poème amusant ou de résumer une longue chaîne d'emails de manière approximative. Non, là c'est du sérieux. Exactement. On s'intéresse vraiment au déploiement de ces outils au cœur même de secteurs industriels où la tolérance à l'erreur est strictement nulle. Zéro. Zéro. Prenons un exemple. Un cabinet d'avocats qui structure une fusion-acquisition hyper complexe. Ou une banque d'investissement qui évalue des risques de marché. Ou même la médecine, non? Et un réseau hospitalier qui gère des protocoles de soins, c'est l'exemple parfait. Dans ces environnements-là, une information inexacte, ça se solde pas par un simple petit désagrément. Non, ça peut coûter des millions. Des litiges chiffrés en millions, ouais. Ça peut détruire une réputation bâtie sur des décennies, ou pire, mettre en péril la sécurité physique de personnes. C'est fou quand on y pense. Il y a d'ailleurs une ligne directrice très forte qui ressort des documents qu'on étudie aujourd'hui, une espèce de maxime implacable qui résume ce nouveau niveau d'exigence. Laquelle? Ils disent que l'espoir n'est pas une stratégie commerciale. Ah, j'adore ça. L'espoir n'est pas une stratégie commerciale. C'est exactement ça. S'en remettre à une machine en espérant que la réponse soit exacte, c'est un pari totalement insensé. C'est suicidaire même pour une entreprise. Totalement. L'exigence actuelle, c'est d'obtenir des preuves tangibles, une trace écrite indéniable et un cheminement d'audit très clair. Il faut d'abord regarder sous le capot des systèmes avec lesquels les entreprises essayent de travailler depuis quelques années. Ouais, il faut faire un peu d'anatomie de l'IA. Voilà. On sait tous à peu près comment fonctionnent globalement les grands modèles de langage. Mais les documents que nous analysons utilisent une expression très spécifique pour les qualifier, et je la trouve géniale, c'est des machines à hypothèses. C'est un terme très juste en fait. Bah oui, ce n'est pas un nouveau concept technique, mais c'est un changement de lentille crucial. On a souvent tendance, par anthropomorphisme ou juste par habitude de l'interface, à traiter ces systèmes comme des moteurs de recherche surpuissants. Ou des oracles infaillibles. Ne fouille pas dans un classeur pour en extraire un fait avéré. Elle est par essence un moteur de prédiction statistique. C'est que des maths. Que des maths. Elle calcule la probabilité qu'un mot succède à un autre en se basant sur les milliards de textes ingérés lors de son entraînement. C'est le principe même de son architecture. Ouais. Le problème, c'est que la prédiction, aussi experte soit-elle, c'est pas du tout synonyme de vérité factuelle. Non. Et ce qui est fascinant ici, c'est d'observer comment ce trait de conception fondamentale, qui fait d'ailleurs des merveilles pour des tâches créatives, se transforme en une vulnérabilité critique dès qu'on entre dans la sphère de la conformité d'entreprise. Ah oui, dès qu'il faut être rigoureux, ça casse. C'est ça. Puisque tout le monde est aujourd'hui assez familier avec le concept des hallucinations, on sait que le modèle peut générer des affirmations totalement fausses avec une assurance déconcertante. Ah oui, il affirme des trucs faux avec un aplomb incroyable. Mais dans un cadre professionnel de haut niveau, le danger ne vient pas d'une hallucination évidente et absurde, tu vois, le truc facilement détectable. Le truc où on se dit « Ah, l'IA a complètement buggé Voilà, non. Le danger absolu, c'est l'hallucination subtile. » Celle qui passe inaperçue. Exactement.
C'est l'invention d'un petit alinéa dans un contrat ou la citation d'un précédent juridique qui semble parfaitement cohérent, Qui adopte le bon ton, qui a le ton, le jargon exact de la profession, mais qui n'existe tout simplement pas. c'est terrifiant. La machine accomplit juste sa fonction première, en fait. Elle produit un texte qui sonne vrai d'un point de vue statistique. Oui, elle devine ce qui devrait être dit. C'est ça. Et cela nous amène directement au cœur du problème. Ce que les analystes nomment le black box problem. Donc le problème de la boîte noire. Et c'est exactement là que la friction opère. Parce que, imagine si un analyste junior rédige un rapport et qu'il avance un chiffre très surprenant. Son superviseur peut lui demander d'où vient ce chiffre. Il va lui dire « montre-moi ta source Exact. Il y a une source, un tableur, un email, un document quelconque. Mais avec une IA générative classique, on se retrouve face à un mur. La réponse s'affiche brillamment rédigée, mais totalement déconnectée de son origine. ». Absolument déconnecté. Il n'y a pas de note de bas de page vérifiable. C'est juste une affirmation péremptoire générée par un algorithme opaque. Et du coup, ça force l'utilisateur à adopter une posture de confiance aveugle. C'est ça. On doit littéralement faire un acte de foi sur la fiabilité de l'information. Et ça, dans le monde pro, c'est juste pas possible. Un acte de foi dans la rédaction d'un audit de conformité réglementaire, c'est le début d'une catastrophe industrielle. Clairement. C'est pour cette raison précise qu'on observe aujourd'hui ce mouvement de recul très net de la part des grandes institutions. Elles font marche arrière, hein. En quelque sorte, oui. Pendant une brève période, la fluidité incroyable de ces outils a un peu masqué leur manque de rigueur documentaire. On était tous un peu émerveillés. Ouais, on a privilégié l'éloquence de la machine sur l'exactitude vérifiable. Mais l'euphorie initiale est en train de retomber. La lune de miel est finie. On réalise que déployer un tel outil pour analyser des portefeuilles d'assurance ou valider des contrats de sous-traitance, c'est introduire un risque systémique au sein même du processus de décision. Bien sûr. La confiance, lorsqu'elle n'est pas adossée à une preuve, devient une négligence coupable. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Car l'industrie ne rejette pas l'IA. Au contraire, elle en modifie radicalement l'architecture d'application pour pallier cette faille de la boîte noire. C'est ce fameux basculement vers la vérification. Tout le paradigme change. Au lieu de laisser un modèle de langage naviguer à vue sur les immensités du web avec tout ce que ça comporte de données obsolètes, de biais ou de textes douteux, on change l'environnement de travail de la machine. On la cadre. Les notes de notre source proposent une analogie que je trouve super visuelle. Imaginons un instant le travail d'un chercheur universitaire. Lui dire d'utiliser un grand modèle classique, c'est comme lui dire d'aller écrire sa thèse en se basant uniquement sur des discussions entendues dans la rue ou des affiches lues au hasard. C'est absurde. Totalement absurde. Du coup, la nouvelle approche, c'est de lui donner les clés d'une bibliothèque privée extrêmement sélective où chaque ouvrage a été relu, validé et certifié par un comité d'experts. Une zone sécurisée, en fait. Voilà, le changement de paradigme consiste vraiment à enfermer l'algorithme dans cet espace clos. C'est une mécanique radicalement différente qui se met en place. Et techniquement, il faut bien se rendre compte que ça demande un effort colossal de la part des entreprises. Ah bah oui, cette bibliothèque, elle apparaît pas par magie. Non, cette bibliothèque fermée, elle se construit pas toute seule. C'est un processus extrêmement strict qui élimine complètement l'improvisation pour installer une méthode d'auditabilité permanente. Et ça se passe comment en pratique ? Si on décompose cette nouvelle méthodologie, on constate qu'elle s'articule autour de 3 phases très précises. La première phase, qui est fondamentale, c'est la restriction de l'univers de connaissances. On ferme les portes. Exactement. L'IA est coupée du monde extérieur. Son terrain de jeu est limité à un ensemble de données privées, sélectionnées et nettoyées en amont par l'entreprise elle-même. Donc des manuels de procédure interne, par exemple ? Voilà, des historiques de contrats validés, des réglementations financières à jour. On crée un périmètre de vérité absolue. La machine ne peut physiquement pas aller chercher une réponse en dehors de ces murs numériques. Ce qui, logiquement, résout déjà la moitié du problème en éliminant tout le bruit extérieur d'Internet. C'est ça ? Mais la restriction seule ne suffit pas. Et c'est là qu'intervient la deuxième phase du processus qui vient en fait modifier le rôle même de l'IA. Elle ne joue plus les devins, elle devient un moteur d'extraction d'une précision chirurgicale. C'est un outil de recherche chirurgicale, ouais. Donc, si une requête est formulée, disons, par un responsable des ressources humaines qui cherche une spécificité sur le droit au congé dans une filiale étrangère, l'algorithme va balayer cette fameuse bibliothèque certifiée pour localiser l'information exacte, la règle de droit précise. Il ne synthétise pas à partir du vide.
Non, il extrait une donnée qui existe déjà. Exactement. Et ça prépare le terrain pour la troisième phase, qui est de loin la plus importante. Celle que l'analyse que nous étudions désigne vraiment comme le véritable point de bascule de cette technologie. Le fameux game changer. Le game changer. C'est le moment de la restitution. La machine ne se contente plus de cracher un texte élégant. Chaque élément de réponse généré doit obligatoirement être accompagné d'un lien direct, d'une citation explicite vers le document source initial. Et ça, c'est énorme. C'est monumental. Le système va pointer vers l'alinéa exact, la page précise du manuel interne ou la clause spécifique du contrat certifié. On comprend tout de suite l'impact majeur sur le flux de travail quotidien. C'est clair? On ne demande plus à un collaborateur d'espérer que l'IA a raison. On lui fournit une information avec son chemin d'audit instantané. Il a juste à cliquer. Il suffit de cliquer sur le lien pour vérifier de ses propres yeux la validité de la réponse dans un document qui a été approuvé par l'entreprise. C'est un changement total d'ergonomie et de responsabilité, en fait. Le professionnel reste le valideur final, bien sûr, mais la charge de la recherche est drastiquement réduite. Le travail fastidieux est fait par la machine. Cela dit, mettre en place un tel environnement de vérification avec cette bibliothèque fermée et ses liens précis, ça suppose quand même une hygiène des données absolument irréprochable de la part de l'entreprise. Ah oui, c'est impératif. Parce que si on enferme une IA surdouée dans une bibliothèque pleine de documents obsolètes ou pire, contradictoires, on se retrouve avec le même problème, non? Tout à fait. Trash in, trash out, comme on dit. Et c'est justement là qu'intervient une notion clé soulevée dans les documents. C'est cette opposition conceptuelle entre ce qui est statique et ce qui est dynamique. C'est une distinction fondamentale pour comprendre la pérennité de ces systèmes. L'approche classique, qui est basée sur la confiance envers un grand modèle préentraîné, elle est par nature statique. Oui, elle bouge pas. L'immense base de connaissances du modèle est figée à la date de la fin de son entraînement. C'est comme une photographie du monde à un instant T. Sauf que le monde tourne. Or, dans des secteurs comme la fiscalité internationale ou la réglementation environnementale, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Les lois changent, les directives évoluent, tout le temps. Donc, s'appuyer sur un modèle statique, c'est s'exposer immédiatement à un risque de non-conformité. Immédiatement. En revanche, le modèle de la vérification absolue dont on parle, il est intrinsèquement dynamique. L'intelligence artificielle en elle-même n'a pas besoin d'être réentraînée à chaque changement de loi. Ah bah oui, vu qu'elle n'est que l'outil de lecture. Exactement. Si une nouvelle directive européenne entre en vigueur, l'entreprise n'a qu'à retirer l'ancien document de sa base fermée et y insérer le nouveau fichier PDF mis à jour. C'est du plug and play presque. C'est ça. Dès la minute suivante, toute requête posée à l'IA sera traitée en fonction de cette nouvelle réalité. Et les liens sources pointeront directement vers la documentation fraîche. La souplesse de l'architecture est juste indéniable. On sépare vraiment l'intelligence du moteur de sa base de connaissances. Complètement. Et c'est en explorant les conséquences de ce modèle dynamique qu'on arrive à un aspect particulièrement contre-intuitif, je trouve. On a passé des années à concevoir et à évaluer les intelligences artificielles sur leur capacité à toujours fournir une réponse coûte que coûte. Toujours avoir raison. Toujours avoir une réponse. L'objectif, c'était l'omniscience apparente. Mais dans ce nouveau paradigme, centré sur la conformité, la fonctionnalité qui suscite le plus d'intérêt, c'est pas la capacité à générer de l'information, c'est la capacité à s'arrêter. C'est la puissance du je ne sais pas. Ah oui, ça c'est un renversement de logique spectaculaire. Et c'est sans doute l'élément le plus rassurant pour un responsable de la gestion des risques aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'un modèle génératif laissé à lui-même a ce qu'on pourrait appeler une horreur du vide. Si on lui pose une question très spécifique, très complexe, dont la réponse ne se prouve pas clairement dans ses données, sa conception statistique va le pousser à assembler des fragments probables pour formuler une réponse coûte que coûte. Juste pour satisfaire la requête de l'utilisateur. Pour satisfaire la requête. C'est le terreau idéal pour la création de fausses informations fluides. Les fameuses hallucinations. À l'inverse, l'architecture basée sur la vérification stricte impose une discipline de faire. Si le système explore la base de données interne et certifiée et qu'il ne trouve aucun paragraphe, aucune clause répondant à la question, sa programmation l'empêche de compenser par la devinette. Il ne va pas inventer. Il s'arrête net. Il notifie l'utilisateur que l'information est tout simplement absente du périmètre approuvé. Donc le refus de générer devient la fonctionnalité de sécurité principale. C'est paradoxal, mais oui. C'est brillant. Parce que ça réaligne complètement l'outil avec les attentes réelles du monde professionnel. Le silence face à l'inconnu, plutôt qu'une fabulation éloquente. Exactement. Et ce périmètre sécurisé modifie en profondeur la psychologie de l'utilisateur face à la machine aussi. Ah, ça change tout le stress au travail.
Mais oui, jusqu'à présent, utiliser l'IA générative dans un cadre sérieux, ça générait presque autant d'anxiété que de gain de temps, parce qu'il fallait repasser derrière chaque phrase avec une suspicion constante. L'énergie gagnée à la rédaction était perdue à la vérification paranoïaque. C'est exactement ça. Mais si l'on garantit que la réponse fournie est systématiquement sourcée et que l'absence de source entraîne un refus de répondre, on passe d'une dynamique de suspicion constante à une dynamique de productivité réelle. C'est la fin du micromanagement de l'IA. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on perçoit clairement que l'adoption de ce modèle dépasse de loin la simple mise à jour d'un logiciel ou le choix d'un fournisseur technologique. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est un positionnement stratégique global sur la façon dont une organisation gère son exposition aux risques informationnels. Surtout avec ce qui arrive. Oui, parce que nous entrons dans une phase où le volume de données générées de manière synthétique va tout simplement exploser. L'Internet va être inondé. Inondé de déchets générés par l'IA. Il va devenir de plus en plus complexe de discerner l'information vérifiée du contenu approximatif ou totalement inventé par des algorithmes livrés à eux-mêmes. Ça va être un vrai cauchemar. Face à cette inondation de données incertaines, le monde professionnel a cruellement besoin de phares, de repères fiables. Et cette méthode qui subordonne la puissance générative à la rigueur de la preuve, elle recentre la technologie sur sa véritable promesse initiale. Qui n'est pas de tout savoir. Non, l'enjeu n'a jamais été de créer un oracle omniscient destiné à remplacer l'analyse humaine. L'enjeu, c'est de forger des leviers puissants pour accompagner l'expertise humaine. L'outil tri. L'outil trie, il localise et il source l'information à une vitesse surhumaine, permettant aux professionnels de consacrer tout son temps à la prise de décision stratégique, en s'appuyant sur une vérité documentaire prouvable et traçable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on doit faire la synthèse de ce grand mouvement tectonique dont on vient de parler, c'est l'idée que le monde du travail est vraiment en train d'imposer ses propres règles à une technologie qui jusqu'ici se développait de manière un peu désordonnée, un peu sauvage. Elle rentre dans le rang. La transition de cette confiance aveugle vers la nécessité d'une vérification absolue, c'est finalement le mécanisme de survie des entreprises. C'est ce qui leur permet d'intégrer l'innovation sans sacrifier leur intégrité ou leur sécurité. Tout à fait. L'analyse que nous avons parcourue se termine d'ailleurs sur une question hyper intéressante. Une interrogation qui résume, je trouve, très bien le défi quotidien de n'importe quel décideur face à son écran. Vas-y. La source pose la question suivante. Lorsqu'on interroge une intelligence artificielle pour une tâche à fort enjeu, l'apparition de la réponse à l'écran marque-t-elle le début d'une phase de doute épuisante où tout doit être revérifié manuellement, ou est-ce l'aboutissement serein d'une recherche déjà certifiée ? C'est une excellente formulation. Et l'avenir de la productivité se joue très exactement dans l'écart entre ces deux ressentis. C'est vraiment la bascule entre l'anxiété générée par la boîte noire et la confiance restaurée par le lien hypertexte vérifiable. La question est parfaitement posée parce qu'elle souligne vraiment ce besoin viscéral de contrôle dans un environnement automatisé. Oui, on ne veut pas perdre le volant. C'est ça. Et ça soulève une question cruciale à mon sens. Une réflexion qu'il faut absolument qu'on aborde. Je t'écoute. Si l'on tire le fil de ce besoin de certification à l'extrême, ça pose une question sur l'évolution même de nos propres méthodes de travail. C'est-à-dire ? Imagine l'horizon de l'entreprise moderne. Un écosystème où absolument chaque décision, chaque conseil et chaque orientation doit être rigoureusement ancrée, justifiée et liée à une documentation préexistante et certifiée par ce filet de sécurité. D'accord. Un monde 100% vérifiable. Voilà. Dans ce monde-là, que restera-t-il à l'intuition humaine ? Ah oui, je vois. Parce que les grandes ruptures stratégiques, l'innovation véritable, ou même le génie entrepreneurial, ça se nourrit souvent de concepts qui n'ont pas encore été codifiés, de prises de risques qui ne figurent dans absolument aucun manuel de procédure. C'est vrai que par définition, l'innovation n'est écrite nulle part. Exactement. Si l'exigence de traçabilité absolue et de vérification par l'IA devient le filtre unique de toute action professionnelle, on peut vraiment se demander si cette quête de sécurité ne risque pas paradoxalement de formater la pensée, d'étoffer les idées les plus novatrices. C'est un point de tension particulièrement profond sur lequel s'arrêter pour l'audience. C'est le grand paradoxe, oui. D'un côté, il y a le besoin vital de rationaliser et de sécuriser la production d'informations à grande échelle pour éviter le naufrage des hallucinations. Et de l'autre, la nécessité absolue de préserver cet espace non documenté, non certifié, où naissent les véritables étincelles d'innovation. C'est un équilibre très délicat qu'il va falloir trouver dans les prochaines années.
Le succès de l'intégration de ces outils dépendra vraiment de notre capacité à maintenir cette frontière poreuse. Trouver ce juste milieu sera certainement l'un des plus grands défis de notre génération face à l'automatisation. J'en suis convaincu. Et c'est sur cette réflexion vertigineuse que se clôture notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Merci d'avoir exploré ces concepts complexes avec autant de clarté pour quiconque nous écoute. C'était un vrai plaisir, merci. À très bientôt pour poursuivre le décryptage des mutations qui façonnent notre monde.